Et qu'on va commencer. Alors, bon matin à la classe. Nous allons consacrer cette séance et pour 2 semaines, nous allons parler du climat, dont le titre de notre cours, c'est «Le droit du climat». Alors, je commence par faire remarquer que les experts proposent plus qu'un intitulé à ce cours. Certains vont l'appeler «Droit des changements climatiques», mais j'ai préféré l'appellation droit du climat compte tenu de l'objet. L'objet de ce cours porte sur la préservation du climat ou de notre système climatique. Alors, le cours sera organisé autour de cette structure. D'abord, une introduction générale qui va essayer de montrer comment internationalement, les États ont essayé de construire un régime international pour lutter contre le réchauffement de la planète. Et justement, le premier chapitre sera consacré, celui que nous allons voir aujourd'hui, aux enjeux et défis liés ou associés au phénomène du réchauffement de la planète. Alors, dans ce chapitre, nous allons effectivement voir les conséquences liées au changement, au réchauffement de la planète. Alors, dans le chapitre 2 que nous allons voir demain, nous allons donc identifier les instruments juridiques qui ont été élaborés, consacrés pour lutter contre les changements climatiques. Donc, nous allons voir comment on a mobilisé le droit pour apporter une riposte globale au phénomène des changements climatiques. Et dans le chapitre 3, nous allons examiner les stratégies internationales pour lutter contre les changements climatiques. Et dans le chapitre 4, nous allons voir les mécanismes de financement international de la lutte contre les changements climatiques. Et en conclusion, nous allons voir ce qu'il faut retenir du rapport entre le droit et le climat. Donc voilà pour le menu de ce cours. Alors, quels sont les objectifs que nous nous sommes donnés pour ces 2 semaines d'enseignement sur le droit du climat? Alors, il s'agira premièrement de maîtriser les phénomènes météorologiques extrêmes. On en parle abondamment comme conséquence des changements climatiques. Il s'agira aussi pour nous de comprendre la nécessité, surtout scientifique, de contenir le phénomène planétaire du réchauffement de la température à 1,5 degré Celsius. On devra, au terme de ce cours, pouvoir maîtriser les conséquences globales du changement climatique ainsi que les défis sociaux et économiques qui en résultent. On devrait pouvoir maîtriser les instruments juridiques internationaux et régionaux, notamment africains, de lutte contre les changements climatiques. Alors, on cherchera à maîtriser
les principales stratégies internationales de lutte contre les changements climatiques. On devra, au terme de ce cours, comprendre la notion d'adaptation au changement climatique, ainsi que celle d'atténuation au changement climatique. On devra connaître, comprendre les défis liés à l'adaptation au changement climatique et identifier les instruments politiques recommandés pour favoriser l'atténuation. Donc, au terme de ce cours, on va maîtriser les obstacles qui se lèvent contre les efforts d'atténuation du changement climatique. Et finalement, on devra maîtriser, comprendre et maîtriser le rapport entre le droit et le climat. Bien. Alors, passons à l'introduction générale. Nous posons la question de savoir comment s'est internationalement construit le droit pour répondre aux défis posés par le dérèglement climatique. Comment s'est construit le régime international de lutte contre les changements climatiques? À travers l'intitulé de ce cours, on comprend que plusieurs disciplines ont été mobilisées, plusieurs disciplines ont été mobilisées pour organiser la riposte internationale contre le phénomène des changements climatiques, un phénomène dévastateur, un phénomène qui menace notre humanité. Alors, cette question nous amène à explorer donc, les problèmes environnementaux et de développement contemporain dans toutes les situations qui tournent autour de la question du dérèglement climatique. Effectivement, l'observation, et notamment celle des scientifiques, euh, va, leur observation va nous indiquer que on est en présence d'une variation du climat. Et ce changement climatique va s'accompagner des problèmes environnementaux qu'on rencontre, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la disparition des espèces. Et donc, ces problématiques environnementales ont un caractère transnational, c'est-à-dire qu'elles transcendent les frontières des États et que ces phénomènes vont très souvent beaucoup affecter les pays en développement, parmi lesquels les pays africains qui sont les plus vulnérables et qui sont frappés de manière disproportionnée par rapport aux pays riches, industrialisés. Donc, la thématique entre le droit et les changements climatiques va donc mobiliser les juristes et chercheurs en droit climatique. Donc, le lien entre le droit et les changements climatiques va attirer et mobiliser les juristes. Les juristes vont s'intéresser à cette question. Les juristes vont essayer d'encadrer la réponse internationale à ce phénomène global.
Donc, les juristes vont apporter leur contribution à la résolution de cette question civilisationnelle. Donc, c'est un thème très actuel parmi les juristes dans le monde, pas seulement africain. Donc, la question du lien entre le droit et les changements climatiques, c'est une question qui est très actuelle parmi les juristes. Alors, plusieurs questions, puisqu'on interroge le lien, la relation entre le droit et les changements climatiques, plusieurs questions vont se poser. Les juristes, les chercheurs vont se poser plusieurs questions. Comment réinterroger le droit à partir des changements climatiques? Donc, on fait face à un nouveau phénomène et les juristes se disent, mais comment on peut aborder ce problème à partir du droit et notamment du droit existant? Comment on peut le réinterroger? Comment on peut réinventer le droit existant pour qu'il réponde aux préoccupations liées au changement climatique? Comment on peut réinterpréter le droit de manière à l'adapter aux problèmes des changements climatiques? Alors donc, à ce stade, on voit déjà que est-ce qu'on peut déjà se poser la question, est-ce qu'on devrait inventer un nouveau droit pour faire face au changement climatique? Donc, un droit pour le climat, un nouveau droit pour le climat, ou est-ce qu'on devrait utiliser les anciens instruments de droit pour faire face au climat? Donc, peut-on faire du vieux avec, ou peut-on faire du neuf avec du vieux? Alors, quels sont les nouveaux paradigmes juridiques ou quels nouveaux paradigmes juridiques les changements climatiques posent-ils? En quels termes les changements climatiques vont mobiliser le droit? Quels seront les termes de la discussion? Quelle est la pertinence des instruments juridiques utilisés aujourd'hui dans la lutte contre les changements climatiques? Et donc, lorsque nous allons évoquer ces instruments, nous allons les discuter. Et quel avenir pour le droit à partir des changements climatiques? Donc, à ce stade du questionnement des juristes, on se rend compte que le droit n'est pas figé, que le droit n'est pas figé, notamment le droit de l'environnement, il n'est pas figé. Le droit est contraint de s'adapter, d'évoluer pour répondre aux préoccupations nouvelles. Donc, le monde est donc entré dans une époque de transition qui est marquée par l'instabilité climatique et la recherche d'un nouvel équilibre systémique. Donc, on vit cette époque-là qui est marquée par l'instabilité du climat, le dérèglement climatique avec ses conséquences. Et donc, la riposte qui est engagée vise à trouver un nouvel équilibre pour le climat. Alors, donc, depuis qu'ont été perçues les premières manifestations des changements climatiques, les sociétés, les gouvernements ont eu le choix entre deux stratégies: s'attaquer aux sources anthropiques du réchauffement climatique pour en limiter l'ampleur et ou s'adapter
au mieux aux évolutions du climat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Du moment où le problème s'est posé, notamment par les scientifiques, la communauté internationale, composée entre autres des sociétés civiles et des gouvernements, ont élaboré 2 stratégies. La première stratégie, c'est de s'attaquer aux sources et notamment humaines. Aux sources et notamment humaines des changements climatiques pour essayer d'en limiter l'ampleur. Première stratégie, c'est qu'on essaye de limiter à partir, étant donné que la cause est humaine et notamment industrielle, il faut contrôler notre capacité à émettre des gaz à effet de serre. Première réaction. Deuxièmement, on doit apprendre à vivre et donc à s'adapter au changement climatique. Donc, les changements climatiques vont se manifester de nos jours à travers des phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles. L'élévation du niveau des mers, le déclin de la biodiversité ou l'insécurité alimentaire et hydrique. Alors, on peut voir, en ce qui concerne l'Afrique, on peut voir dans certains pays africains les inondations, par exemple au Kenya. On a vu des inondations aussi au nord, au nord du Cameroun et dans divers pays africains qui ont causé pas mal de dommages. Mais aussi, un autre phénomène quand même qu'on a pu observer en ce qui concerne le continent africain, c'est la sécheresse. Et préoccupante est la question de l'insécurité alimentaire sur le continent africain que ces changements peuvent occasionner. Alors, au Canada, et même dans l'Arctique, au nord du Canada, c'est le Canada qui est connu comme un pays polaire. On va observer là aussi que les glaces sont en train de fondre. Les glaces sont en train de fondre et la fonte des glaces va libérer, va libérer des routes maritimes. Donc, le réchauffement climatique va engendrer un certain nombre de phénomènes qui, sont inquiétants. Donc, la communauté internationale va se lancer dans des efforts pour s'adapter au changement climatique, mais ces efforts vont se heurter à plusieurs défis. Alors, donc, le premier obstacle majeur aux mesures d'adaptation est la disponibilité du financement et l'accès à celui-ci. Donc, la question du financement, c'est l'obstacle, sinon le principal obstacle aux efforts d'adaptation au changement climatique. Alors, on estime que les besoins financiers des pays en développement en matière d'adaptation sont de 10 à 18 fois supérieurs au flux actuel de financement public. Donc, les besoins sont énormes pour les pays en développement, notamment les pays africains. Et ce qui leur est, euh, ce qui leur est envoyé est de loin inférieur, de 10 à 18 fois inférieur à ce dont ils ont véritablement besoin. Donc là,
on voit que les pays en développement, et notamment les pays africains, sont très mal préparés pour s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Autre défi qu'on verra, c'est le manque d'informations et de connaissances sur ces phénomènes. Alors, dans de nombreux pays en développement, on obtient difficilement les données climatiques précises. L'évaluation des risques au niveau local est souvent inexistante, tandis que les systèmes de suivi, d'apprentissage, d'évaluation, de l'adaptation sont encore fragmentés. Nous, on peut suivre à la télévision, on peut suivre, on peut nous dire, on va souvent nous dire qu'il y a telle tempête qui va frapper la côte des États-Unis dans 2 jours, voyez-vous? Donc, leurs services météorologiques sont bien préparés à surveiller avec précision ces événements. Et donc, on peut demander, par exemple, aux populations de quitter, de se mettre à l'abri, etc. Et là, on apprend que le système, ce système d'alerte précoce, ces informations, ces connaissances ne sont pas toujours disponibles sur le continent africain. Alors, on dit que sans ces éléments, les gouvernements, notamment africains, les communautés, nos communautés et le secteur privé peuvent difficilement planifier efficacement et prendre des décisions quant aux investissements à réaliser. Donc, alors, ça signifie que les investissements qui sont faits sans qu'on ne puisse maîtriser ces éléments, bon, ces éléments de la nature, euh, alors peuvent mettre en difficulté les investisseurs. Et donc, les changements climatiques vont lancer un défi au droit, vont poser une sérieuse difficulté pour les juristes. Alors donc, le cadre juridique, le droit, ne peut rester immuable comme l'ensemble des disciplines scientifiques. Il doit être mis à contribution pour encadrer la lutte contre les changements climatiques. Alors donc, il est certain que le dérèglement climatique lance un défi au droit, que le droit a essayé de relever en répondant depuis un peu plus de 30 ans, peut-être plus, depuis 1972, à l'élaboration des textes de nature internationale. Là, on parle du régime international, la construction d'un régime international de lutte contre les changements climatiques. Donc, on a des textes de portée internationale, on a des textes de portée régionale, mais également, il y a tout le travail que les États font eux-mêmes. Le droit, donc, est perçu comme un levier important dans la construction d'une meilleure gouvernance climatique. Donc, le droit a un très grand rôle à jouer dans la riposte climatique. Alors donc, parmi les instruments emblématiques de droit qui sont mobilisés dans cette lutte, il y a entre autres la Convention cadre sur les changements climatiques de 1992, adoptée à Rio. Il y a le protocole de Kyoto et le récent accord de Paris de 2015. Voilà trois principaux instruments internationaux qui ont été développés pour répondre à ce phénomène. Mais à côté de ce cadre juridique international, l'Afrique a aussi offert quand même un instrument ou quelques instruments en rapport avec, avec cette problématique. Alors,
la convention cadre va mettre en place un cadre global, intergouvernemental, pour faire face aux défis posés par les changements climatiques. Donc, c'est le texte de référence, si vous voulez, le cadre de référence de lutte contre les changements climatiques. Mais on va voir effectivement que, une fois ce cadre de référence posé, la communauté internationale va se doter d'instruments complémentaires euh, à la convention cadre. Donc, la convention cadre va encourager les parties à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à coopérer en matière de recherche et de technologie, mais aussi à protéger les endroits absorbant le gaz à effet de serre, les forêts, les océans, les lacs. Alors, cette convention repose sur le principe de responsabilité commune, mais différenciée de capacités respectives pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre en tenant compte des priorités de développement et des conditions spécifiques des pays. Alors donc, la convention cadre de 1992 est axée sur l'atténuation. Donc, elle s'attaque aux causes du réchauffement climatique, dont elle voudrait en limiter les effets. Et elle va inaugurer, dans la réponse, elle va inaugurer la contribution des États, de la communauté internationale, les efforts qu'ils devront faire pour contenir le phénomène du dérèglement climatique. Alors, le dogme sur lequel va reposer cette riposte, c'est le principe de la responsabilité commune, mais différenciée. Le problème est commun à l'humanité, ils sont tous concernés, mais en termes de réponse, on va tenir compte, les États, on va tenir compte de la capacité, chacun des États, et au niveau de la capacité, on a bien vu que le continent africain était très mal préparé à riposter, surtout à cause des financements. Donc, on va tenir compte de cela, entre autres. Mais aussi, on va aussi tenir compte du fait que les pays industrialisés sont les premiers responsables de ce phénomène du fait justement de l'industrialisation. Donc, étant donné qu'ils sont les premiers responsables, leur contribution devrait être plus grande. Et ça, on le verra. Donc, on va tenir compte du rôle de chacun, des capacités de chacun, des États, mais aussi en ce qui concerne les pays africains, on va tenir compte de la question du développement, mais aussi des questions spécifiques à chaque pays. Donc, la question de la lutte contre les changements climatiques en ce qui concerne l'Afrique devrait prendre en compte la question du développement. On ne peut pas aborder ce problème en mettant de côté, en ignorant la question du développement. Alors, la question, à ce stade, on va se demander si est-ce que, est-ce que ceux qui ont élaboré ce cadre-là étaient vraiment sincères? Ou est-ce que ça ne participait pas simplement d'une hypocrisie internationale de dire que, ben, écoutez, on va lutter contre les changements climatiques en tenant, en ce qui concerne l'Afrique, en tenant compte de ses priorités en matière de développement. Alors, le protocole de Kyoto va aller dans le même sens, cette fois-là, de la contribution des États, en commençant par fixer des engagements chiffrés de réduction des gaz à effet de serre.
Mais cette convention aura la particularité qu'elle va se limiter aux pays industrialisés. Alors, lorsqu'ils adoptaient la Convention cadre des Nations unies de 92, les gouvernements savaient que leurs engagements ne seraient pas suffisants pour sérieusement faire face au changement climatique. Donc, on commence par poser le principe, on commence par poser en 92 le principe des contributions nationales à la lutte contre les changements climatiques. Mais on est conscient du fait que les contributions nationales seraient insuffisantes pour riposter efficacement contre ce problème. Et donc, les négociations vont se poursuivre en 1995, dans un cycle de négociations en vue de décider des engagements plus solides et plus détaillés pour les pays industrialisés. Donc, si on s'est entendu en 92 sur le principe des contributions nationales, plus tard, en 95, on met en branle des négociations internationales pour que les engagements soient plus solides, plus détaillés, plus précis. Et cela va donc aboutir au protocole de Kyoto qui a été adopté en 1997. Alors, ce protocole qu'on va voir demain, vous voyez, il est limité aux pays industrialisés, aux pays riches. Et donc, deux choses ici, c'est que l'Afrique ne fait donc pas partie de ce protocole et certains grands pollueurs ne vont pas participer également à ce protocole, comme les États-Unis, la Chine et je crois l'Inde. Donc, le protocole de Kyoto va poser une limite aux grandes économies mondiales sur le rejet total des émissions de gaz à effet de serre. Donc, donc, à Kyoto, on va commencer à dire aux grandes économies de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, on imagine que euh, ça peut poser et ça pose des difficultés dans certaines grandes économies, dans certaines puissances économiques qui ne seront pas d'accord de freiner leur industrialisation parce qu'il faut protéger, parce qu'il faut protéger le climat. Et je crois que parmi ces pays, il y a aussi le Canada. Le Canada aussi, je crois que le Canada n'avait pas accepté, de s'engager dans ce protocole à cause de l'impact sur son économie. Alors, deux périodes. La première période d'engagement allait de 2008 à 2012 comme un premier essai et ensuite de 2013 à 2020. Mais alors, on allait se rendre compte à l'issue de ces deux périodes, on allait se rendre compte que les seuls efforts des pays industrialisés et surtout en l'absence des plus gros pollueurs ne pouvaient pas ne pouvaient pas permettre de résoudre le problème. Donc, un système international, un régime international dans lequel les plus grands pollueurs, la Chine, la Chine et l'Inde ne figurent pas, est-ce que un tel système est crédible? Donc, Kyoto était donc manifestement insuffisant pour répondre à la lutte. Il fallait intégrer
intégrer ceux qui étaient en dehors, et notamment les grands pollueurs, mais aussi les pays africains. Et on tombe tout de suite à l'accord de Paris. Bien. Donc, l'accord de Paris devenait incontournable, un forum incontournable pour essayer de mettre tout le monde, tout le monde sur la table et tout le monde sur la table et puis de renforcer les engagements nationaux pour contenir le réchauffement climatique. Alors, l'accord de Paris engage 196 parties qui visent à renforcer la résilience, à réduire la vulnérabilité et à soutenir des mesures d'adaptation. Alors donc, à Paris, on va soutenir l'importance de l'adaptation. Vous voyez, on passe un peu la convention cadre de 92 misait sur l'atténuation. Mais à Paris, on va davantage insister sur l'adaptation au changement climatique. Donc, on va reconnaître la vulnérabilité de certains pays, notamment les pays en développement, aux impacts des changements climatiques et on va encourager les efforts d'adaptation. Alors donc, à travers ces instruments, on passe donc, on voit les deux stratégies qui sont en marche. Mais la première stratégie a d'abord été, à l'origine, a été l'atténuation, essayer de contenir le phénomène. Mais plus tard, et notamment avec l'accord de Paris, on va tomber dans l'adaptation. Donc l'accord de Paris est un traité international historique qui est destiné à freiner le réchauffement planétaire et à remédier aux effets du changement climatique. Donc son ambition première est de contenir l'élévation de la température planétaire moyenne à un niveau inférieur à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Alors, et là, ça nous interroge déjà sur la, la responsabilité humaine, la responsabilité humaine comme l'activité humaine comme principale cause du dérèglement climatique. Et quand on parle de l'activité humaine ici, c'est surtout l'industrialisation. C'est pour ça qu'on veut revenir à un niveau pré-industriel, avant l'industrialisation. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que le développement, et notamment l'industrialisation, aura un impact sur le système climatique. Donc, il y a une empreinte climatique qui est laissée par l'industrialisation. Et donc, au niveau international, on veut essayer de ramener la température à un niveau d'avant l'industrialisation et de poursuivre l'action menée pour ne pas dépasser le seuil de 1,5 degrés Celsius. Donc, vous voyez les efforts que la communauté, c'est très ambitieux de revenir à une situation pré-industrielle, avant l'industrialisation, c'est-à-dire qu'avant, on est dans les années 1800, donc on veut revenir
au climat qu'il y avait il y a 2 siècles. Alors, il y a 200 ans, 2 siècles, bon, je ne sais pas comment, le climat était peut-être doux. C'était 1,5 degré. Mais l'industrialisation qui a suivi a fait monter la température. Et donc, on veut, je ne sais pas si on va dire qu'on veut se désindustrialiser. Est-ce qu'il faut se désindustrialiser pour revenir à la situation du climat d'il y a 2 siècles? Donc, vous comprenez que c'est un pareil objectif peut embarrasser les pays industrialisés, qu'on leur demande de faire marche arrière dans le processus d'industrialisation, de développement, qui a des conséquences sur le réchauffement climatique. Et on peut comprendre pourquoi ces questions continuent à agiter les pays industrialisés. Ce sont des enjeux, notamment en matière électorale. Ces enjeux sont soit numéro un ou numéro 2 lorsqu'il y a des élections dans ces pays. La question environnementale ou climatique, c'est soit le premier enjeu, soit le second enjeu après l'économie, entre économie et environnement. Donc, ce sont des pays qui veillent sur leur santé économique et le bien-être de leur population. Bon, la question climatique participe du bien-être de leur population, comme la question économique contribue par le pouvoir d'achat au bien-être de la population. Donc, au demeurant, la stratégie d'atténuation mise en œuvre au niveau international avec la Convention de 92, Convention 4, on nous dit que c'est révélatrice des capacités d'innovation juridique des États. Et là, avec l'élaboration des principes et des mécanismes juridiques qui constituent désormais les bases encore bien incomplètes du droit des changements climatiques. Donc, c'est un droit qui va se construire à partir de cette convention. Et qui va se construire sur le constat des effets du réchauffement planétaire. Donc, la première réponse, et notamment juridique, c'est la Convention cadre des Nations Unies de 1992. Dont l'adaptation, cette fois-là, le mécanisme d'adaptation qui est promu par l'accord de Paris, se réfère donc à un large éventail de mesures qui sont destinées à réduire la vulnérabilité aux effets du changement climatique. Donc, alors que l'atténuation s'attaque ou vise à contenir le réchauffement de la planète, l'adaptation vise à réduire la vulnérabilité, doit nous rendre plus résilients, plus forts, plus solides face aux impacts, aux effets, aux conséquences des changements climatiques. Donc, l'atténuation et l'adaptation sont deux stratégies complémentaires. Alors que l'atténuation vise à agir sur les causes, l'adaptation vise, quant à elle, à gérer les conséquences, qu'il s'agisse de la chaleur, des inondations ou de la santé.
Donc, en combinant ces deux approches, adaptation, tout en réduisant les émissions, on peut rendre les communautés plus résilientes, plus durables. Donc, les changements climatiques vont apparaître comme un phénomène de disruption, mais aussi de renouvellement du droit, de réinvention du droit. Alors donc, voilà une assez longue introduction générale. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut commencer à discuter, à attaquer le chapitre? Alors, cette introduction nous a quand même permis de faire vraiment un tour rapide de la question et des 4 chapitres qui composent ce cours. Maître Safari, est-ce qu'il y a des questions d'entrée de jeu? Pas du tout, professeur. Ce qui me Pas de concerne, questions. Léna, est-ce qu'il y a de questions? Moi, bon, je ne sais pas si c'est une réflexion. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Moi, je me demande, à ce niveau-ci, est-ce que c'est réaliste d'espérer retrouver la situation d'avant? D'autant plus que nous avons toutes ces nouvelles nations qui espèrent monter, toutes ces nations dans les BRICS, qui veulent aussi atteindre un certain niveau d'industrialisation, des nations africaines aussi qui sont en train de pousser derrière. Je pense ça n'ira qu'en empirant. Il faudrait pas plutôt trouver des moyens d'atténuer, d'encadrer, que d'espérer revenir à la situation d'avant. Très bien, très bien. Peut-être que c'est tout le problème. Peut-être que ça pose tout le problème même du, du droit des changements climatiques. Effectivement, comme vous le dites, est-ce que c'est réaliste de revenir à une situation pré-industrielle alors que la priorité, la priorité est au développement pour l'Afrique, pour les BRICS, et que, et que même ces pays, parce que ces pays sont agités par la question de la croissance économique. il y a une préoccupation dans ce sens-là. Oui, Euh, oui, mais Alors, Daniel, allez-y. oui, je disais que est-ce que devons-nous penser que l'Afrique ou les États africains ont en main leur destin en cette matière? Dès lors que vous avez dit dès l'entame du cours, hein, vous l'avez dit, que l'obstacle majeur, c'est l'accès au financement qui ne permet pas justement aux États africains en développement de mettre en place leur politique. Et quand on constate que les financements ne viennent que de l'extérieur, on a du mal à croire que ces questions d'environnement, ces questions sont à la portée des États africains. Donc, est-ce que ces efforts que nous fournissons peuvent aboutir dès lors qu'on sait qu'on est limité et qu'en définitive, ça ne pourra avoir comme résolution que du dépendre ou de la volonté des ceux-là même qui peuvent octroyer des financements. Donc, en clair, je considère, j'ai tendance à considérer que c'est permettez-moi l'expression, un tâtonnement ou une sorte de marche sur place, comme on dit. Oui, c'est sûr que comme les rapports internationaux le disent, l'Afrique, faute de financement, l'Afrique est mal, plus vulnérable aux impacts des changements climatiques parce que justement, elle n'a pas les moyens d'adaptation.
faute de financement, il n'a pas les moyens d'adaptation. Donc, le continent est extrêmement vulnérable, extrêmement vulnérable. Et ce n'est pas tout. Il est vulnérable au changement climatique, mais il a aussi il a sa priorité de développement. Il a sa priorité de développement. Donc oui, effectivement sur cette question, euh, on ne peut être que pour l'instant pessimiste quant à la contribution des pays africains à la riposte internationale contre les changements climatiques. Voilà. Alors, donc, chapitre 1, enjeux et défis du réchauffement climatique. Donc là, on va aller dans les détails maintenant pour voir quels sont les problèmes, les défis que vont nous poser les changements climatiques dans le monde et en Afrique. Donc, le changement climatique va donc faire référence aux variations des températures et des conditions météorologiques. Donc, on a un ciel qui se dégrade. Alors, ces changements qu'on va observer dans le ciel, ils peuvent être naturels, c'est-à-dire que celui qui a créé le ciel, alors, il modifie les choses là-bas lui-même, tout comme les modifications qu'on peut observer peuvent être dues au soleil, à l'activité solaire, le soleil ou à des éruptions volcaniques. Donc, bref, il y a une part qui peut être naturelle dans ces changements. Ça fait partie de la création. Mais on va quand même observer que depuis 1800, les années 1800, qui est la date de naissance de la révolution industrielle, les activités humaines sont le principal moteur des changements climatiques, principalement en raison de l'utilisation des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz. Donc, la révolution industrielle qui a commencé en 1800, qui était portée par les combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et dans une moindre mesure le gaz, parce que c'est surtout le charbon et le pétrole qui sont vraiment pointés du doigt comme responsables du réchauffement climatique. Donc, ces combustibles fossiles qui ont été utilisés pour accélérer la révolution industrielle sembleraient être responsables du réchauffement de la planète. Donc, l'utilisation des combustibles fossiles va entraîner des émissions de gaz à effet de serre qui agissent comme une couverture enveloppant la Terre, emprisonnant la chaleur du soleil et augmentant les températures. Et donc, quand on libère ces gaz-là, alors le système naturel qui nous protège contre les effets, contre les rayons du soleil, saute. Et donc, la Terre, la Terre se réchauffe. Alors, on comprend tout de suite que l'explication, à une bonne part, relève d'une bonne part de la science.
Donc, la concentration, voilà quelques faits scientifiques, justement, parce que c'est la science qui devrait nous expliquer ces phénomènes du réchauffement de la Terre. Alors, donc, les scientifiques vont nous dire que la concentration du gaz à effet de serre dans l'atmosphère est directement liée à la température globale moyenne sur la Terre. Alors, donc, ça signifie que, parce que la Terre se réchauffe à cause de toutes nos activités, nos industries, nos pratiques, tout ça fait chauffer la Terre. Alors, depuis l'époque de la révolution industrielle, la concentration de gaz à effet de serre a augmenté de façon constante, de même que les moyennes de température mondiale. Alors, vous allez voir que dans les débats, dans les discussions scientifiques sur le réchauffement euh, climatique, on va beaucoup s'appuyer sur les experts, et notamment les experts du climat. Donc, la constatation même de ce phénomène va reposer sur les travaux des experts, sur les travaux scientifiques. Le gaz à effet de serre le plus abondant, le CO2, est largement produit de la combustion d'énergie fossile. Alors, vous voyez, et c'est là où nous, en tant qu'Africains, on commence à être un peu embêtés parce que le responsable de tout ce problème, de tous ces maux, ce sont les énergies fossiles, les énergies fossiles. Et ces énergies fossiles qu'on trouve en quantité dans le continent africain, un pays riche en pétrole. Mais on est un peu intrigué parce qu'on nous dit que, bon, écoutez, il faut abandonner le pétrole. Dans les discussions, il faut abandonner le pétrole parce qu'il est mauvais, il est dangereux pour le climat, il fait réchauffer la planète. Vraiment, il faut penser à l'après-pétrole. Alors, sauf que, sauf que le développement, l'Afrique continue à compter sur la production de ses énergies fossiles, et notamment de son pétrole, l'exploitation de son pétrole, la commercialisation de son pétrole, pour son développement. Mais en même temps, et c'est un peu intriguant, alors qu'au plan international, on va parler euh, de l'après-pétrole, mais on voit les pays industrialisés continuer à lorgner le pétrole africain, les réserves pétrolières africaines. Alors j'avoue, personnellement, ça m'a souvent intrigué. Qu'on ait d'une part un discours qui dit qu'il faut abandonner le pétrole, mais d'autre part, on, on voit une course au pétrole, et notamment le pétrole dans les pays africains. Alors, analysons un peu les défis environnementaux posés par les changements climatiques. Alors, on va observer une pluralité de phénomènes météorologiques et de catastrophes naturelles. C'est le premier élément des changements climatiques. Phénomènes météorologiques, catastrophes naturelles. Et là, les scientifiques vont répertorier comme problème la hausse des températures. Alors ça, on l'a observé, on l'a observé, on l'a observé avec la vague de chaleur, notamment en Europe, qui a tué, qui a tué beaucoup de personnes âgées. Hein. La chaleur, ces années-ci, tue beaucoup les personnes âgées dans les pays industrialisés, en Europe notamment. Donc, ça leur pose vraiment un problème. Alors, donc,
Cette hausse de température qui augmente, ça va entraîner des vagues de chaleur qui vont tuer les vieux. La chaleur va provoquer des sécheresses, mais aussi des incendies. On peut le voir à la télévision en Europe là-bas. La France, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays sont frappés par des incendies. Et donc, cette hausse de température va affecter aussi la santé humaine. Alors, donc, vous voyez que c'est un gros problème. C'est un problème sociétal du moment où ça met en danger la vie, ça menace la santé, c'est à l'origine des incendies. Tout ça, c'est un cocktail. C'est un cocktail qui est suffisant pour provoquer la mobilisation et le débat de société. Alors, on va observer la montée du niveau des mers. Alors, je parlais du Canada et de l'Arctique, où on va observer la fonte des glaces. Et comme ces, ces glaces vont fondre, ça va augmenter le niveau des océans. Et donc, les régions qui sont situées au niveau des côtes seront menacées par ce phénomène. Parce que le niveau des mers va augmenter et donc les côtes seront absorbées. Et donc les îles qui s'y trouvent sont donc menacées de même que les infrastructures. Parce que l'eau va déborder. Les mers vont déborder. Donc cette chaleur-là va faire fondre les glaces. Les glaciers vont fondre et le niveau des mers va augmenter, va engloutir les côtes, va dévaster les infrastructures. On va par ailleurs observer des événements météorologiques extrêmes tels les cyclones. On le voit aux États-Unis fréquemment. C'est très fréquent aux États-Unis. Il y a toutes sortes de noms qu'on donne à ces cyclones, les Thérèse, toutes sortes de noms. Les inondations. Et on le voit aux États-Unis, c'est très dangereux, extrêmement dangereux. Quand on voit le nombre de morts que ces cyclones font aux États-Unis, c'est... Donc, on a ces cyclones très dangereux. On a les inondations, en Afrique notamment. On a les sécheresses, on a des tempêtes. Ah, je vous assure que hein, il ne fait pas bon de se retrouver dans une tempête, hein, parce que nous aussi, ici, on connaît, pendant l'hiver, là, on connaît souvent des tempêtes. Je vous assure que ce n'est pas bon de s'y retrouver. Hein. Et souvent, quand il y a des grandes tempêtes, on ferme les écoles. Les enfants ne vont pas à l'école. Et même en général, on déconseille aux gens de sortir carrément. On a des tempêtes de plus en plus violentes et qui causent des dégâts considérables et des pertes en vies humaines. Vous voyez que non, ces phénomènes sont sérieux. Ces phénomènes sont très sérieux. Et nous, bon, je ne sais pas comment on les perçoit là-bas chez nous, mais ici, chez eux là, c'est
ces phénomènes, on les côtoie, quotidiennement. C'est vraiment, ça fait partie du vécu de ces populations. Donc, c'est des problèmes qui sont contemporains à leur société. Alors, autre phénomène, c'est le dérèglement des écosystèmes. Alors, ils vont parler du changement dans la répartition des espèces, des migrations massives, la désertification, perte de la biodiversité. Autre chose, c'est l'acidification des océans. Voyez-vous, ça, c'est toujours le travail des scientifiques qui vont observer vraiment un vrai bouleversement du système climatique et de notre environnement. Donc, on a tous ces événements nous montrent qu'on est en face d'une crise, une crise climatique. Alors, donc, plus d'un siècle d'utilisation des matières fossiles a entraîné l'élévation de la température de 1,1 degré Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Alors donc, ce réchauffement va se traduire par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont des conséquences de plus en plus dangereuses pour les milieux naturels et pour les populations de toutes les régions du monde, effectivement. Dans leur société, je pourrais dire leurs sociétés sont vraiment menacées par le dérèglement climatique. Donc, c'est une réalité. Alors, donc, je veux croire que le président Trump n'a pas raison lorsqu'il dit que c'est un canular. Mais non, ce n'est pas un canular. Peut-être qu'il le dit pour protéger son secteur extractif, l'industrie pétrolière, qu'il protège, mais ce n'est pas un canular. Ce sont des problèmes, c'est le vécu dans ces sociétés-ci. Donc, tout réchauffement supplémentaire, voyez-vous, la situation actuelle est donc préoccupante. On a commencé à voir les conséquences, notamment au niveau environnemental. Ces phénomènes constituent un danger pour notre environnement, mais aussi un danger pour l'espèce humaine. Et tout réchauffement supplémentaire, c'est-à-dire si la situation actuelle est déjà dangereuse, si on persiste, si la situation s'aggrave, alors ça va aggraver les dangers auxquels nous sommes déjà confrontés aujourd'hui. Donc, il faut tout faire pour contenir ce problème, contenir la dégradation du climat à cause de ses conséquences. Donc, il y a une urgence dans ces conditions, il y a donc une urgence des mesures d'adaptation au changement climatique pour répondre aux besoins. Alors, j'ai dit tantôt qu'on peut observer, vous le voyez à la télévision, les vagues de chaleur qui déciment les vieux. Donc, il faut mettre sur pied des mesures pour que moins de personnes ne meurent à cause de la chaleur ou à cause des cyclones. Donc, il faut
il faut rapidement mettre sur pied des mesures d'adaptation à ces phénomènes. Alors, sur la question de l'ENA, on voit ici, sur la préoccupation de l'ENA, on voit ici, il ne sera pas possible de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels sans une réduction radicale, rapide et durable des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Voyez-vous, voyez ce qu'on demande? Vous voyez ce qu'on demande? C'est pourquoi vous avez demandé s'il était réaliste. Vous avez demandé s'il était réaliste. On demande une réduction radicale. Et dans tous les secteurs. Bien. Alors, donc le GIEC a publié un rapport sur les effets du réchauffement planétaire de 1,5 degré Celsius en 2018. Alors, dans ce rapport, il a été établi que pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, des changements rapides d'une portée considérable et sans précédent seraient nécessaires dans tout. Vous voyez? Alors, donc, on va se baser sur les travaux scientifiques on va se baser sur les travaux scientifiques et notamment les rapports du GIEC pour demander des efforts aux États. Alors, ce rapport dont nous dit que les conséquences du changement climatique qui pourraient être évitées si le réchauffement climatique était limité à 1,5 degré Celsius et non à 2 degrés Celsius, c'est le niveau des mers. On va nous dire que le niveau des mers d'ici 2100, c'est dans combien d'années? 70 ans, je ne sais pas, 75. On nous dit que le niveau des mers serait inférieur à 10 cm. Donc, bref, que le niveau des mers devrait diminuer. Bien. Alors, on nous dit aussi que, on nous parle de l'Arctique. Alors, le dégel de l'Arctique, dû au réchauffement climatique, le dégel donc, de l'Arctique n'aura pas simplement des conséquences malheureuses, mais heureuses aussi parce que ça va faciliter les liaisons commerciales, les routes maritimes, hmm, les routes maritimes entre l'Asie, l'Asie et l'Amérique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi il y a beaucoup de richesses de pétrole et de gaz en Arctique. Et donc, le dégel va favoriser l'exploitation
Donc, ce réchauffement, si on revient à 1,5 degrés Celsius, 70 à 90 des récifs coralliens vont disparaître. Donc, il y a un certain nombre de données scientifiques qui viennent montrer ce, quels seraient les impacts si on limitait on réussissait à contenir le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Alors donc, il faut des mesures drastiques dans tous les domaines et notamment dans l'aménagement du territoire au niveau de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'urbanisme. Alors on a vu, certains d'entre vous, vous avez peut-être vu, c'est l'actualité au Mali. Vous voyez, on a vu le Mali totalement en arrêt l'autre jour, mais parce que les terroristes, les terroristes ont attaqué le ravitaillement en pétrole. Le pays était dans le noir, le pays était dans l'arrêt, les écoles, les universités fermées pendant 2 semaines, l'économie en arrêt, simplement parce que le pays n'a pas reçu son approvisionnement en pétrole. Alors, est-ce que vous imaginez que c'est dans un pays comme celui-là qu'on va leur demander, un pays comme celui-là qui est largement dépendant du pétrole, qu'on va leur demander des mesures, on va leur demander des mesures drastiques ou non de la lutte contre les changements climatiques? Donc, ce n'est même pas à imaginer. Vraiment, même, on ne va même pas imaginer. Alors donc, on va demander des mesures drastiques au niveau de la consommation énergétique, au niveau de l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'urbanisme. Donc les conséquences, voilà. Mais on a aussi des conséquences indirectes qui vont toucher la population. L'augmentation des crises alimentaires et les problèmes d'eau dans les pays en développement notamment. Menaces d'existence en raison d'inondations et d'incendies de forêt, on l'a vu. Des risques sanitaires en raison de la hausse de la fréquence et l'intensité des vagues de canicule. Au niveau des conséquences économiques, là on a vu les conséquences environnementales, voyons maintenant les conséquences économiques. La prolifération des maladies, la perte de la biodiversité, l'acidification des océans, entre autres. Alors, le premier enjeu, c'est la sécurité alimentaire, et notamment en Afrique. Le premier défi que peuvent nous poser les changements climatiques. Alors, l'enjeu principal de la sécurité alimentaire est d'assurer l'accès des populations à une nourriture saine et en quantité suffisante. Donc, le défi pour les agriculteurs du Sud,
Alors, j'ai discuté, il m'est arrivé de discuter avec nos amis du Burkina Faso et l'une des questions que je leur posais, mais je leur disais, mais pourquoi, je prends par exemple le cas d'Israël, on voit Israël a réussi à rendre une zone désertique, c'est les déserts là-bas en, en terre cultivable, par divers systèmes d'irrigation. Et je leur posais la question, mais pourquoi les pays africains, notamment sahéliens, ne peuvent pas imiter ce que Israël fait pour faire reculer, le désert et donc garantir la sécurité alimentaire de nos populations. Donc, justement, pour que les populations sahéliennes aient accès à la nourriture saine et en quantité. Alors donc, il y a ça pour les pays sahéliens, mais aussi, on peut le voir aussi dans un pays, la première économie africaine comme le Nigeria. Le Nigeria est aussi frappé par ces questions de famine. Donc, le défi pour les agricultures du Sud, parce que j'en venais, est bien sûr l'adaptation au changement climatique. Donc, les pays sahéliens, là notamment, il y a un gros défi au niveau de l'agriculture dans ces parties-là. Mais également un défi lié à l'atténuation à travers la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais je ne sais pas si, voyez-vous, bon, on a fait le constat, qu'en Afrique, on est totalement dépourvu, on est mal préparé, on n'a pas les moyens d'adaptation et même d'atténuation. On n'a ni les moyens d'adaptation, ni les moyens de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'agriculture de nos pays, et notamment des régions sahéliennes de l'Afrique, le secteur, nos secteurs agricoles, donc, font face aux défis posés par les changements climatiques. Donc, j'ai compris, pour le cas des pays sahéliens, du Burkina Faso notamment, j'ai compris que il faut des financements, il faut des investissements pour pouvoir irriguer ces zones désertiques, par exemple, pour faire comme Israël, transformer un désert en terre cultivable, en terre fertile. C'est possible, ça se fait par le biais de la technologie. Donc, ces technologies elles existent, mais il faut avoir les moyens pour se doter de ces technologies. Donc, la recherche et l'innovation devraient s'articuler pour contribuer dans des coûts délais à améliorer la productivité, la résilience et le bilan carbone des systèmes de production et de transformation. Donc, les sociétés, notamment occidentales, vont beaucoup miser sur la recherche et l'innovation pour prendre en compte
trouver des solutions qui prennent en compte les défis posés par les changements climatiques. Alors, la question de l'eau et de l'urbanisation. Alors, la pénurie d'eau est une préoccupation centrale pour un grand nombre de villes. Le principal problème de l'urbanisation, la croissance rapide de la population urbaine, en plus de la planification inadéquate, la pollution, la pauvreté, les demandes concurrentes sur les ressources. Donc, on a ces deux défis dans les villes, dans beaucoup de villes et villes africaines. Le problème de pénurie d'eau, mais aussi de croissance urbaine rapide, population qui augmente dans nos villes et cités. Alors donc, tous ces facteurs mal maîtrisés contribuent à augmenter le risque de pénurie d'eau. Alors, le changement climatique va vraisemblablement changer le régime des précipitations, ce qui pourrait affecter les réserves d'eau disponibles, provoquer des catastrophes. Alors, on nous dit déjà que j'ai pensé à la Guinée, qui est un château d'eau, hein, et le continent qui est quand même riche le continent africain qui est quand même riche en eau. Mais on nous dit qu'avec le changement de température là, le rythme des précipitations pourrait changer et donc le château d'eau peut disparaître. Et là, c'est un vrai danger. Alors, la situation ne semble pas être catastrophique en Afrique, mais elle est bien réelle, hein. Elle est là, le danger pointe. Le danger, il est encore un peu loin, mais il est là quand même. Il rôde, le danger rôde. Alors, ce qui signifie que les pouvoirs publics africains devraient vraiment beaucoup travailler dans la planification. La planification. Étant donné qu'on est déjà conscient de ces dangers, même s'ils ne sont pas encore imminents, même s'ils rôdent encore, mais au moins on est conscient déjà de l'existence du danger. Autre défi, c'est la santé humaine et les migrations climatiques. Alors donc, la santé humaine est menacée par les changements climatiques. On a les risques accrus des maladies liées à la chaleur, les maladies infectieuses, les problèmes respiratoires et tous les problèmes liés à la qualité de l'eau et de l'air. À côté de ces problèmes, il y a la question des déplacés climatiques. Alors, des personnes qui fuient les zones inhabitables. Bon, mais je crois que cette question aussi n'est pas très prégnante en Afrique, la question des déplacés climatiques. Alors, l'autre défi, c'est la transition énergétique. Alors, donc, la nécessité d'une réduction drastique, comme on l'a dit, comme on l'a préconisé, comme le GIEC l'a préconisé, réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre
et notamment le passage des énergies renouvelables, le passage aux énergies renouvelables, l'abandon du pétrole, des énergies fossiles, aux énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et en Afrique, se pose toujours la question du financement de la transition énergétique. Donc, le défi lié au changement de comportement, on nous demande de changer nos comportements, d'adopter des modes de vie plus durables, de réduire la consommation d'énergie et des déplacements polluants, de recourir aux technologies propres. Tout ça afin de réduire les émissions. Alors, donc, c'est tout notre mode de vie qui est remis en cause par les changements climatiques. Alors, c'est pour ça qu'on va demander aux gens de laisser les voitures pour rouler à vélo. On va privilégier aussi les transports en commun pour émettre moins de CO2. Et même, on va limiter même aussi les déplacements, prendre l'avion, pour préférer les activités en ligne. Bref, l'adoption de politiques ambitieuses et incitatives pour encourager la transition écologique. Donc, les défis de l'adaptation, c'est le renforcement de la résilience à travers les infrastructures adaptées, les systèmes agricoles, la protection des écosystèmes pour qu'ils jouent le rôle de tampon face au changement climatique, mais aussi la gestion des risques, la mise en place des systèmes d'alerte précoce, en Afrique notamment, et des plans d'urgence pour faire face aux événements extrêmes. Donc, le réchauffement climatique va poser des défis complexes et interconnectés qui nécessitent une action globale et urgente pour limiter les impacts, pour assurer un développement durable et garantir un avenir viable pour les générations futures. Bref, à travers ce chapitre, je vais dire introductif, on a posé le problème, la problématique des conséquences des changements climatiques sur nos sociétés, sur notre environnement, sur nos économies. Et on peut retenir, ce qu'on peut retenir de ce chapitre introductif, c'est qu'effectivement, le réchauffement de la planète constitue une véritable menace pour les sociétés contemporaines. Voilà. Et donc, dans les prochains chapitres, on va voir quelle est la réponse de la communauté internationale et comment s'organise la réponse de la communauté internationale par le biais du droit notamment. Donc, on a commencé par le constat de la crise climatique. On pourrait intituler ce chapitre ainsi, constat de la crise climatique ou la crise climatique.
Et puis, on va voir la réponse juridique à la crise climatique qui frappe la planète. Voilà. Alors, c'est le temps des discussions, des commentaires. Alors, la discussion me permet déjà de changer même déjà l'intitulé de ce cours, hein. Chapitre 1, enjeux et défis de la crise climatique. Voilà. Enjeux et défis de la crise climatique. Good. Alors, est-ce qu'il y a de commentaires? De mon côté, ça va, prof. Oui, très bien. Maître Nadine, on ne vous a pas entendu, Maître Nadine. Alors, très bien. Alors, Maître Bavois, on ne vous a pas entendu. Bonjour, Maître Gisèle, on ne vous a pas entendu. Bonjour, professeur. Je suis là. Je vous suis religieusement. Alors, Maître Grace. Bonjour, prof. Merci pour Bonjour. votre présentation, vraiment très enrichissante. Je suis là, je vous écoute très bien. D'accord. En tout cas, demain, ce sera le temps du droit. Oui, oui, on a hâte d'y être. La C'est beau. réponse du droit. Tout à fait. Alors, monsieur le bâtonnier. Bonjour, prof. J'étais très attentif. C'est vraiment, on a assimilé. Très bien. La méthodologie était très, très adaptée. Je crois que ça va. On est vraiment au même niveau. Très bien. En tout cas, c'est lancé. Alors, donc, sur ce, on va donc arrêter ce cours et puis on se dit à demain. D'accord, merci beaucoup, prof. À Merci. demain. Merci beaucoup. Merci À beaucoup, demain. prof. À demain. Merci, à demain. Merci, à demain. Merci. À demain. Demain. Merci. Merci, prof. À demain. À demain. Merci. Alors, la technique.